Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon lundi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Valérie Dionne en co-animation à Côte-Nord Attitude. Bonjour Valérie. Allô Jean. Hey, t'as gagné ton tournoi d'impro cette fin de semaine, la grande finale. Ben oui, exactement. J'en ai pas parlé parce que, tu sais, maintenant, se vanter soi-même, c'est un peu, ça a comme pas d'allure. Une étoile avec ça? Non, pas d'étoile en fin de semaine. Vanter, mais moi j'ai le droit de te questionner. Ben c'est ça, exactement. Non, pas d'étoile en fin de semaine, mais effectivement, c'était la finale de la saison de la Ligue d'improvisation de cette île. Les Noirs qui affrontaient les Blancs et les Noirs ont gagné. Donc, je salue mes coéquipiers, entre autres mon capitaine Benny Frédéric Chambers, mes coéquipiers Mathieu Poulin-Goyer, William Savard, puis Annie Lacasse. Effectivement, bravo. champion de la saison régulière de la liste. De retour l'an prochain pour la rentrée d'automne à la Ligue d'improvisation de cette île. Il y avait beaucoup de choses en fin de semaine. Hein? Moi, je jouais au curling. C'était le tournoi de fermeture. Là, on doit être en train de défaire les glaces au club de curling de cette île. Une belle réussite, une belle saison de curling, surtout qu'on recevait cette année un championnat provincial des maîtres. Alors, je pense que les gens du curling sont très, très, très satisfaits de l'année qui vient de se compléter. Et là aussi, on a déjà hâte au retour sur glace. On dirait que dès que ça se termine, on est un peu nostalgique puis on a déjà hâte que ça recommence. Ben oui. En même temps, on va profiter de l'été tout le monde quand même. C'était la fin du hockey mineur aussi cette fin de semaine du côté de Montréal où se déroulaient les championnats provinciaux. Il y avait 4 équipes de cette île. On va en parler d'ailleurs à Côte-Nord Attitude. Pierre Gilbert sera avec nous vers 12h40. Il est vice-président pour notre secteur chez Hockey Côte-Nord. Quand je lui ai parlé ce matin, il était sur le traversier, donc de retour de Montréal pour la Coupe Dodge. On sait qu'il y a nos jeunes là, Pee-Wee, qui sont excellents dans le 3A relève. C'est une triple couronne pour eux cette année. Ils ont remporté un tournoi très important à Jonquière. Après ça, ils ont gagné le tournoi Pee-Wee, le fameux tournoi international Pee-Wee de Québec. Et là, ils viennent de gagner la Coupe Dodge, donc le championnat provincial dans leur catégorie. Alors, on va en parler. On va parler aussi des exploits des Basques de cette île cette fin de semaine du côté des championnats provinciaux Atome, Pee-Wee, Bantam et Midget doublelette. En ouverture, on va parler des Métis de la Côte-Nord. Il y avait l'Assemblée générale cette fin de semaine de l'Association des Métis de notre région. André Forbes et Michel Lévesque seront avec nous vers 12h15 pour nous parler de l'association et d'une nouvelle entente avec une fédération canadienne de Métis qui travaille fort là à la défense des droits de ces personnes. Donc, on va parler de la situation des Métis de la Côte-Nord avec André Forbes et Michel Lévesque. Également, on parle de traçabilité. C'est un très, très beau projet de la communauté, des 7 communautés Innu regroupées au sein de l'agence de pêche Amic. Donc, Annie Galland sera avec nous vers 12h25. Le projet de traçabilité des trésors de la mer capturés par les Inuits pourrait devenir une marque de commerce pour l'ensemble des Premières Nations du Québec et du Canada. On va en parler. C'est commencé avec le pétoncle de la Mingani. Ça va se poursuivre très, très bientôt avec l'ouverture de la pêche au homard dans la baie de cette île. Un beau projet, ça s'appelle Keshkin. Annie Galland est responsable de ce projet au niveau de l'agence Amic. C'est vers 12h25 là qu'elle sera avec nous. En fin d'émission, Valérie, on a une chronique économique à offrir avec la chronique La Nouvelle d'intérêt. Oui, tout à fait. C'est Steve Chapado qui va venir nous présenter la Nouvelle économique d'intérêt. Et faut dire qu'il y a eu mercredi dernier l'Assemblée générale annuelle à la Caisse d'économie des mines, métaux et services publics Côte-Nord qui est basée ici à cette île. Donc, on va revenir sur cette Assemblée générale annuelle. Mais on pourra également faire le point sur le mouvement des jardins. Il s'est bâti comment, puis qu'est-ce qu'il apporte également à une communauté, le mouvement des jardins. Donc, tout ça aux alentours de 12h50 dans cette chronique Nouvelle d'intérêt. Voilà, avant cette série d'entrevues sur nos ondes à Côte-Nord Attitude, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
D'abord, la députée de la Côte-Nord, Marilyn Gill, invite le gouvernement fédéral à se pencher sérieusement sur les conséquences de l'incapacité d'agir de la garde côtière canadienne et de ses brise-glaces en Basse-Côte-Nord. 3 brise-glaces du gouvernement du Canada ont tenté sans succès d'aider le Bella Dégagné la semaine dernière à accoster pour approvisionner 5 ports de mer, notamment celui de Blanc-Sablon. Il manque cruellement de brise-glaces sur le Saint-Laurent. Il y en a 5, alors qu'il en faudrait 11, selon Marilyn Gill. Elle rappelle que la desserte maritime constitue un service essentiel puisque le navire apporte la nourriture et les médicaments en Basse-Côte. La députée de la Côte-Nord est porte-parole du Bloc québécois sur les questions maritimes. Elle va intervenir auprès du ministre des Pêches et des Océans, Dominique Leblanc, responsable de la garde côtière. Il a déjà déclaré en novembre que la construction de brise-glace était sa priorité. Robin Plante d'ArcelorMittal au site du Mont-Wright à Fermont figure parmi les finalistes de la catégorie leader en santé et sécurité du travail au Grand Prix 2017 de la CNESST. Les gagnants seront connus au Gala national du 2 mai. En 2016, un opérateur de machinerie lourde à l'emploi d'Arcelor à Port-Cartier, Jacques Lajoie, avait été honoré au Gala national des Grands Prix santé et sécurité. Un sauvetage à La Romaine. Un agent de la Sûreté du Québec a plongé dans les eaux froides du golfe Saint-Laurent hier soir dans la communauté de La Romaine en Basse-Côte-Nord pour secourir 2 enfants à la dérive sur une banquise. Les policiers ont reçu l'appel vers 19h15 pour constater qu'une fillette de 8 ans et un garçon de 10 ans se trouvaient sur la glace à une quinzaine de mètres du rivage. Les 2 jeunes jouaient sur la rive lorsqu'un morceau de glace s'est détaché et est parti à la dérive. Après l'événement, les 2 jeunes ont été transportés au dispensaire. On a jugé leur santé très bonne, donc du côté du dispensaire. Le policier qui a d'abord ramené la fillette sur la rive avant de retourner à l'eau pour secourir le garçon, un autre policier et plusieurs citoyens attendaient sur le rivage. La garde côtière canadienne a secouru l'équipage d'un bateau de pêche au crabe vendredi dans le secteur Chaloupe, près de Rivière-au-Tonnerre. Le navire LKC a été remorqué jusqu'à cette île après des problèmes d'infiltration d'eau. Les 4 pêcheurs qui se trouvaient à bord ont obtenu l'aide de l'équipage d'un autre crabier qui a répondu à l'appel de détresse très tôt vendredi matin. Un conciliateur tentera de dénouer l'impasse dans la négociation entre le syndicat des métallos et ArcelorMittal Mines Canada pour le renouvellement des contrats de travail des employés à Port-Cartier et Fermont. Les 2 parties ont convenu d'un commun accord de faire appel à la médiation. Le conciliateur médiateur Jean Nolin du ministère québécois du Travail a été nommé vendredi après-midi. Les dirigeants du syndicat disposent depuis 1 mois d'un mandat de grève voté par plus de 99% des travailleurs syndiqués. Ils pourront l'utiliser au moment opportun dans le processus de négociation. Les discussions piétinent sur l'organisation du travail et la mobilité de la main-d'œuvre. Les 2000 syndiqués à l'emploi d'ArcelorMittal sur la Côte-Nord sont sans contrat de travail depuis le 28 février. Les élèves du programme Noir et Or Musique-Études de l'Institut d'enseignement de Sept-Îles ont réalisé récemment un voyage mémorable à Nashville. Leur séjour dans la Music City américaine leur a permis de visiter des lieux mythiques comme le Johnny Cash Museum et de participer au World Strides Heritage Festival. Mia Simard s'est distinguée en obtenant un des 9 prix solistes décernés, le prix Maestro. L'ensemble jazz de l'IESI a reçu le prix Silver First. Selon l'enseignante Mélissa Chénard, cette première expérience de voyage à l'extérieur du Canada pour les jeunes musiciens du secondaire de l'école privée de Sept-Îles a été marquante, inspirante et surprenante. L'agence AMIC, spécialisée dans les pêches autochtones, a lancé en avril la marque certifiée Keshkin, qui permettra de retracer le bateau, le lieu de capture et le chemin parcouru par un produit marin. Le projet prend vie avec le pétoncle de la Mingani. Les Inuits prévoient commercialiser 5 espèces, dont le crabe homard de la baie de Sept-Îles et le bourgeot.
Le projet Keshkin vise à terme une certification d'authenticité pour l'ensemble des Premières Nations du Canada. La marque garantit un contrôle de qualité et l'implication d'une Première Nation à au moins 2 des 3 étapes de la commercialisation, soit la pêche, la transformation et la vente. Grâce à un code unique inscrit sur l'étiquette, la traçabilité permet aux consommateurs d'obtenir sur le web diverses informations et même d'écrire au capitaine et à l'équipage qui a capturé ce qu'il y a dans son assiette. Les premières étiquettes Keshkin se trouvent depuis quelques jours sur des sacs de pétanque d'Islande, sur les tablettes de la poissonnerie Fortier. L'étiquette sera bientôt apposée sur des homards pêchés ce printemps à cette île par l'entreprise Pêcherie Wapan. Et les Nord-Côtiers ont gagné la Coupe Dodge hier aux championnats provinciaux de hockey mineur. L'équipe Côte-Nord Pee-Wee AAA relève regroupe 3 joueurs de cette île et l'entraîneur Eric Smith. Elle a remporté les grands honneurs hier en finale contre Outaouais par la marque de 2-0. Les Sétiliens Marc-Olivier Ambroise et Olivier Hudon ont marqué 5 et 3 buts lors du tournoi. Ambroise a inscrit le but gagnant de la finale hier. L'équipe Côte-Nord a aussi remporté les grands honneurs cette année au prestigieux tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. Plusieurs jeunes de cette île ont participé à la 40e Coupe Dodge cette fin de semaine. Ça a été le cas des Basques Atomes 2B de cette île qui ont connu un bon tournoi. Ils ont joué jusqu'à samedi soir, s'inclinant contre la Gaspésie. Ils ont cumulé 2 victoires et 2 défaites. Les Basques Pee-Wee, Bantam et Midget 2B de cette île ont subi 3 défaites en 3 parties. Rappelons que cette île avait cette année la plus importante délégation de l'histoire après avoir gagné les championnats régionaux dans les 4 catégories double lettres. Franc défenseur des droits des Métis de la Côte-Nord depuis plusieurs années, André Forbes de l'association Métis Côte-Nord est avec nous dans quelques instants. Attitude. Et c'est parti pour Marc Aka, Dragon Slayer 832 qui joue en ligne avec la vitesse en tapis. Suivi de Mamie Huguette 67 qui regarde une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos de chef cuisinier sexy en streaming. Oh, Juju Superstar télévise des photos d'elle. On est à 52, 53, 55 j'aime. Internet optique symétrique. Profitez d'un combo 3 services incluant téléoptique, téléphonie 150 et Internet optique symétrique 150-150 à partir de 134$ par mois. Des conditions s'appliquent, détails sur tennisquebec.com ou chez MD Communications, votre détaillant tennis à Sept-Îles. Ce qui est excitant quand on déménage, s'installer dans sa nouvelle maison. Et chez Cogeco, on croit que votre nouvelle maison mérite le meilleur divertissement. Obtenez la meilleure télé, Internet et la téléphonie pour seulement 69$ par mois pendant 6 mois. L'entretien de votre voiture vous stresse? Chez Point S, service du pneu PJL, le pneu P4 Four Seasons est conçu de rainure avec des angles variables. Une sensibilité de la direction accrue, économie de carburant et durée de vie prolongée, sécurité et tenue de route exceptionnelle en cas de risque d'aquaplanage. Chez votre détaillant Point S, service du pneu PJL, 354 L'Or à Sept-Îles. Pas de stress, il y a Point S. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Eh bien, l'association Métis Côte-Nord a tenu une série de réunions avec ses membres qui s'est terminée avec l'Assemblée générale annuelle, je pense, à Sept-Îles, le samedi. Il y avait autour de 150 personnes. L'association se joint maintenant à un nouvel organisme de métis au niveau canadien, là, une fédération des peuples, des premiers peuples métis du Canada. On appelle ça le Conseil du premier peuple métis du Canada. André Forbes et Michel Lévesque sont avec nous pour nous parler de tout ce qui se passe du côté de l'Association des Métis de la Côte-Nord. Bonjour, messieurs. Bonjour. Monsieur Forbes, vous êtes quoi, directeur, président de l'association? Il y avait une assemblée générale, il y a peut-être eu des changements, là? Non, directeur général. C'était pas une assemblée générale, c'était une assemblée d'information. Une assemblée d'information. Ouais, notre assemblée générale est au mois de novembre. Ensuite, nous, on fait une tournée de la Côte-Nord pour informer les membres dans les communautés. On regroupe environ 3 villages par assemblée. Mm-hmm. On fait un total de 10 assemblées et la semaine passée... Vous demandez d'approcher le micro, parce qu'il prend pas le son comme il faut. Là. Bon, comme ça, là on vous entend bien. Ouais, la semaine passée, c'était l'assemblée d'information. Okay, puis c'est une tournée, je pense que ça rejoint pas mal de monde. Combien est-ce qu'il y a de membres des Métis de la Côte-Nord là actuellement? Il y a eu un regain, je pense, l'an dernier. Ouais. Disons, aujourd'hui, là, on est 1250 à date. OK. Nous, à date, là, c'est ceux qui ont le good standing, là, en français, je sais pas, sont en règle.
Passé 3 ans, on les met sur la voie d'évitement, puis on attend qu'ils sont peut-être décédés, on le sait pas, sont peut-être décidés d'abandonner à cause ou peu importe, on arrête donne plus de nouvelles, ils renouvellent pas. C'est ça. OK. Mais vous avez rejoint quoi? Autour de 600 personnes sur 1200 membres. Ça veut dire que votre monde sont très mobilisés, là. C'est une rassemblée d'informations importante, je peux croire. Oui, c'est à chaque année, c'est la même chose. On joint quasiment la moitié des membres. Mon Dieu, il y a bien des associations à cette île qui seraient heureuses d'avoir la moitié de leurs membres dans une assemblée d'informations. C'est pas le cas pour tout le monde, quand même. Qu'est-ce qui fait que les métis se mobilisent? Il y a quand même des dossiers importants sur la reconnaissance des droits. Oui, les dossiers sont très importants. Et puis... les gens sont motivés et puis on leur apporte aussi. Nous, on fait 5000 heures de bénévolat par année dans l'organisation. Oui. Donc, les gens nous connaissent puis ils savent que c'est sérieux, on travaille pour eux. Et puis, c'est une façon de nous rendre l'appareil. Ouais. Il y a eu toutes sortes d'histoires devant les tribunaux, plusieurs causes là qui ont fait jurisprudence concernant les droits des métis. D'abord, qui est métis là? Est-ce qu'il y a une définition claire à ce moment-ci? Si mon arrière-arrière-grand-mère est Inou, moi, est-ce que j'ai le droit au statut de métis, quoi? Certainement. Ah oui? Étant donné que vous avez on monte à quoi? 4 générations, on peut remonter? On peut remonter beaucoup plus que ça. Okay? C'est surtout dans le cœur qu'on décide qu'on est métis ou qu'on l'est pas, là, tu sais. Mais ça nous prend, évidemment, ça prend un ancêtre autochtone pour pouvoir le démontrer au niveau de la loi. Ouais. Et les avantages d'être métis, il y a certains avantages. Il y en aura peut-être plus quand tout va être démêlé, là, que les jugements vont être complétés, là. Dans le passé, il y a eu plein de désavantages à être métis. Il y a eu plus de désavantages que d'avantages. C'est pour ça que les gens n'en parlaient pas. C'était quasiment considéré comme une maladie honteuse. Il fallait pas en parler. Si on voulait avoir un emploi, si on voulait avoir une certaine reconnaissance, si on voulait être accepté par la société, il fallait pas le montrer. Mais avec les jugements qu'il y a eu les dernières années, particulièrement Paulet en 2003, et puis le jugement de la Cour suprême l'année dernière encore une fois, ça a permis à bien des gens de dire c'est pas si honteux que ça dans le fond, hein. Je peux sortir du placard puis le montrer. C'est ce qui vous a amené plus de membres d'ailleurs sur la Côte-Nord. Ça nous a donné un bon membership l'année passée, effectivement. Mm-hmm. Les avantages, on vise quoi avec ça, là? D'avoir à peu près les mêmes droits, les mêmes avantages, comme par exemple la taxation, l'accès au territoire, la chasse, la pêche, que les Inuits, là, que les Autochtones au Canada, quoi? C'est ça le but? On n'aura jamais la même chose que les Inuits, les Indiens. D'abord, on sera jamais sur des réserves, OK? Puis les avantages de taxes, là, ça se passe sur les réserves. Les métis, ils seront pas sur des réserves. Mais d'un autre côté, les droits de chasse, de pêche, les droits de cueillette, les droits d'avoir des abris en forêt. Mais surtout, avant ça, là, c'est les droits à l'éducation puis à des soins médicaux. C'est ça qui est le plus important. On pense que si les Premières Nations ont pu avoir de tels services, on devrait aussi avoir une partie de ça. Oui. Parce que concrètement, quand vous dites qu'il y a 7000 heures de bénévolat qui sont faits par vos membres, c'est souvent proche du chalet, dans les EC, dans les chalets, là. Les mœurs des métis de la Côte-Nord, souvent, le rapport à la chasse, la pêche, à la forêt, c'est un peu le même que les Inuits. Là, quand vous parlez des heures de bénévolat, là, c'est au bureau que ça se passe. C'est pas dans le bois que ça se passe. OK, je pensais que c'était arranger des chemins sur une ZEC, des choses comme ça, là. Il y a moi, André, et puis Gaëtan Duclos. On est 3 personnes qu'on est au bureau 3 jours par semaine à l'année longue. OK. Donc, c'est là que s'accumule le plus d'heures. C'est là qu'on rend des services à nos membres. On communique avec nos avocats, on écrit des lettres au gouvernement, au ministère, on fait la gestion de nos membres, on donne des services. C'est là que se passe notre bénévolat. On n'est pas en forêt, là, en train de chasser avec des groupes de personnes. Mais la plupart de vos membres ont encore ce lien avec la nature, la trappe, la chasse, la pêche. Ça fait partie des mœurs des métis, comme des Inuits, puis demain des Québécois, finalement. Oui, comme bien des Québécois, mais ici, sur la Côte-Nord, là, il y a à peine une 50aine d'années, là, on avait des communautés métisses complètement. Là. Il n'y avait même pas de réserve ici à cette île en 1949, puis avant ça, les gens vivaient mêlés ensemble. C'était la même chose à Merzimis. On a des membres là, qui sont métis depuis leur naissance, là,
parce qu'ils vivaient dans des communautés métisses. Oui. Dans ce temps-là, même le mot métis n'était pas utilisé. Là. Ils se disaient pas, toi t'es blanc, moi je suis blanc, ou un autre t'es indien. Non, ils vivaient ensemble, puis ils se parlaient pas de ça, là, de leurs origines. Ouais. C'est venu plus tard avec la création des réserves. Quand ils ont créé une réserve à Ouachat en 1949, là ils ont séparé les Indiens des blancs, puis ils ont fait des classes. Mais avant ça, il y en avait pas. C'est une belle leçon d'histoire, ça, M. Lévesque. C'est peut-être ça, finalement, la création des réserves qui ont créé un peu de tension, je pense, entre les Québécois, les Inuits, dans une région comme la nôtre, là. Ça n'a pas nécessairement aidé à des bonnes relations, une bonne cohabitation, hein? On espère établir des bonnes relations dans le futur, améliorer les relations, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments de tension assez intenses. Ouais. Qu'est-ce qu'on a discuté là dans les derniers jours dans vos assemblées du côté de Sept-Îles samedi, mais il y a eu aussi des rencontres là à Bécomo, Off-Saint-Pierre, Agouaniche, Natashquan, un peu partout sur le territoire. Ouais. On discute de quoi dans vos rencontres? Ben, dans ces rencontres-là, on vient porter de l'information à nos membres. On leur dit qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année, les nouveaux développements dans nos dossiers judiciaires, les nouvelles concernant, par exemple, les jugements de la Cour suprême qu'on a eu. On a eu 3 jugements, là, un en 2014, un en 2015 et un autre en 2016. Donc, à chaque année, on pouvait parler de ces jugements-là. Mm-hmm. On leur parle aussi des procédures, par exemple, pour l'enregistrement de leurs camps en forêt, les identifier à leur statut de métis, etc. On leur parle de ça, on leur dit qu'est-ce qu'il y en est avec leur carte de membre, qu'est-ce que ça leur donne droit. On leur parle de nos finances, on leur parle de notre cause gagnante. On a une cause de pêche qui dure depuis déjà presque 10 ans. Là. Ça commence en 2007, et c'est pas terminé. Là. On est à l'étape de provision pour frais. Oui, ça c'est Monsieur de Bécomo sur la ZEC Trinité, okay. Hein. Ça pourrait être important comme jugement. Ça va peut-être débloquer d'autres affaires, quoi. On espère que le jugement-là va être favorable à la cause des métis, effectivement. Pour l'expliquer, c'est un monsieur Ghislain Gagnon, c'est un villégiateur, quoi, qui fréquentait la ZEC Trinité. C'est un métis. Aujourd'hui, il a 78 ans. Il est allé sur la ZEC Trinité voir sa fille qui habite là, ou sa nièce qui habite là. Et puis, il a décidé d'aller pêcher 3 truites. Et puis, est arrivé un gardien de la ZEC. Et puis, il n'y avait pas de permis. Il n'y avait pas de permis. Puis, M. Gagnon s'est identifié comme métis. Puis, il a donné une infraction. Ça fait que c'est là que ça a commencé. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font les métis actuellement? Est-ce que, dans le fond, vous avez le droit de pêcher? Vous êtes reconnu? Est-ce que vous êtes obligé d'acheter un permis? Présentement, les métis leurs droits ne sont pas reconnus. OK. Puis, jusqu'à tout récemment, jusqu'au jugement de la Cour suprême l'année dernière, les métis du Québec étaient supposés être sous la juridiction du Québec. Puis le Québec ne reconnaissait aucun métis. Il disait que ça n'existait pas. Le Québec a reconnu 11 nations autochtones, mais il n'a pas reconnu les métis. Ouais. Puis le gouvernement fédéral, lui, il s'occupait des Indiens, mais il disait « Allez voir vos provinces, vous autres les métis ». Là, avec le jugement de l'année dernière, du 14 avril 2016, la Cour suprême a dit que les métis et les Indiens sans statut étaient sous la responsabilité du gouvernement fédéral. Là, ça vient d'éclaircir quelque chose, parce que depuis 30 ans, ils se lançaient la balle l'un et l'autre. Ils disaient que les métis, c'était pas eux autres. Allez voir la province, allez voir le fédéral. Maintenant, on sait que c'est dans le camp du fédéral. Ouais. C'est bien inscrit dans la loi sur les Indiens. Les métis, on en parle depuis Riel, puis il y a toujours eu... dans la loi, ça semble, en tout cas quand on la lit, les mêmes droits. Ils sont là, ils sont inscrits. On parle des Indiens et des métis. Ils reconnaissent les métis comme peuple autochtone. Ben, jusqu'au jugement de l'année dernière, ils reconnaissaient les métis comme peuple autochtone, sauf qu'ils disaient que c'était aux provinces de s'en occuper. Il était sous la responsabilité des provinces. Ouais. Et le nouveau conseil, là, on parle du conseil du peuple, des premiers peuples métis du Canada, ou du premier peuple métis du Canada. Qu'est-ce que ça vient faire, là? C'est nouveau, ça? Ça va être toujours dans la défense des droits? C'est une organisation nationale. Sa création est récente, mais c'est la suite logique, là, de la Fédération métisse du Canada, qui a été fondée il y a 3 ans.
il y a eu un schisme assez important à la Fédération métisse du Canada, fait que les membres principaux, les dirigeants principaux ont formé une nouvelle entité qui s'appelle le Conseil du premier peuple métis du Canada. C'est une organisation de niveau national qui défend les métis de l'Est, c'est-à-dire l'Est de l'Ontario, le Québec, Nouveau-Brunswick, en fait, toutes les provinces maritimes. OK. En terminant, M. Forbes, ça fait des années qu'on vous associe aux Métis de la Côte-Nord, que vous travaillez très fort pour la défense des droits des gens qui sont inscrits, là, qui se considèrent métis dans notre région. Est-ce que vous considérez qu'on avance, là? On fait un petit pas à la fois avec ce conseil-là, on va finir par aboutir avec des règles du jeu claires pour vos citoyens? Pour vous donner un exemple, en 2003, on était 2. Aujourd'hui, on est 1250 à l'échelle de l'Est du Canada. Parce que la mobilisation est à peu près 25 000. Fait que, oui, je crois qu'on a avancé. On a gagné plusieurs points avec des jugements. À date, aujourd'hui, au Québec, il va y avoir 4 ou 5 causes de métis qui sont devant les tribunaux. Oui. Il y en a des maritimes. Donc, oui. Est-ce qu'on veut, M. Lévesque parlait tantôt, là, peut-être des choses pour l'éducation, des choses pour les médicaments des familles métisses plus démunies, ce genre d'affaires-là, c'est ce qu'on aimerait obtenir pour nos métisses. La première chose qu'on va avoir, c'est ça. On va commencer avec l'école, l'éducation. Vous êtes confiant? On va finir par obtenir des... L'an passé, on a des étudiants qui ont réussi à avoir des bourses d'études. Et puis, ça a duré un certain laps de temps, assez court. Après ça, ils ont couper les bourses aux étudiants métis. Alors, c'est là-dessus que le Conseil des premiers peuples métis va revenir au fédéral dans les prochaines semaines pour remettre les bourses comme ça devrait être. C'est de longue haleine, faire reconnaître ses droits quand on est métis au Canada quand même. Ah ça fait oui, des siècles. oui. Si ça serait une affaire de religion, ça serait plus rapide. Peut-être. Monsieur André Forbes, Monsieur Michel Lévesque de l'Association Métis Côte-Nord, un gros merci pour votre passage à notre émission Côte-Nord Attitude. Merci beaucoup. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. La finale de la Coupe Stanley s'en vient. Va falloir ouvrir les paris. Mais je veux pas gager contre toi. Tu gagnes tout le temps. C'est parce que je suis toutes les nouvelles du hockey à un seul endroit sur absolumentfan.com. C'est facile et je suis toujours le premier informé. Je te gage que tu connaissais pas mon secret. Absolumentfan.com. Bonjour, ici Marc Poliquin, consultant pour BMR, Lormat, Viamat et Matériaux Mingan. Quand on parle de BMR à la radio, on le sent tout de suite. Ça fait une très grosse différence, surtout quand on a des événements live dans nos magasins ou dans nos entreprises. C'est sûr que ça a du punch très rapidement. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'attraction. La salle de spectacle Jean-Marc Dion présente ce jeudi 27 avril à 20h Harry Banks. Mariant parfaitement la musique classique indienne et blues, Harry Banks est réputé pour ses prestations mémorables. Instrumentiste polyvalent de grand talent, il manie sitar, banjo et son instrument fétiche à 20 cordes. Des billets sont encore disponibles au 962-0100 ou achetez-les en ligne en tout temps au www.spectacle-7-il.com. Votre salle de spectacle présente pour vous sur Facebook. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. On va parler d'un beau projet de traçabilité en marge des pêches autochtones, un secteur d'activité économique qui est bien développé sur la Côte-Nord. C'est l'agence AMIC, basée à Ouachat, qui travaille depuis quelques années un projet de traçabilité de certificat Keshkin, ça veut dire nouvelle vague en langue Innu, et ces produits-là vont bientôt se ramasser un peu partout sur les marchés. Annie Galland est responsable de ce projet à l'agence AMIC. Bonjour, Madame Galland. Oui, bonjour, Monsieur Saint-Pierre. Je voudrais préciser que c'est première vague et non nouvelle vague. C'est la première vague des produits autochtones. Et la première vague, le premier produit de la première vague devrait être du pétanque de la Mingani, déjà disponible d'ailleurs à la poissonnerie Fortier. Quand on parle de traçabilité, ça veut dire quoi là? On va avoir un code sur le sac qui va nous permettre de savoir qui a pêché le produit, quand, où? Oui, tout à fait. Vous allez avoir une foule d'informations. La première, vous voyez, de quelle espèce il s'agit. Vous avez une description de l'espèce, quand est-ce qu'il a été pêché, par qui, comment, quelle
quel outil, engin de pêche a été utilisé pour le pêcher. Vous avez aussi d'informations nutritionnelles, même recettes. Puis, vous pouvez écrire un message à votre pêcheur pour vous donner une appréciation du produit. Puis, en extra, un beau vidéo qui vous montre votre pêcheur en pleine action à la pêche, au pétanque, par exemple. C'est une façon exceptionnelle de mettre en valeur des produits particuliers aux Premières Nations de la Côte-Nord. C'est déjà commencé. Ça fait un petit bout de temps qu'on y travaille. Pour le consommateur, là, on y voit plein d'avantages, finalement, là. On a déjà des feedbacks des consommateurs? Oui, puis je vous dirais, ce qui est avantageux aussi pour les pêcheurs qui tracent, il y a une rétroaction, c'est que quand les consommateurs tracent le produit, pour le pêcheur, lui, il voit comme une map monde, puis il va voir à quel endroit son produit a été goûté, dégusté, tout ça. Il va voir une map avec, on en a mangé à cette île, à Montréal, c'est admettons qu'on va en vendre ailleurs ou au Québec. Donc, c'est intéressant. Puis moi, je trouve que ça humanise le métier de pêcheur. Ça met des visages. Pour le consommateur, il va voir, cette personne-là, elle se lève à tous les matins, aux petites heures du matin pour aller me cueillir des bons pétanques, par exemple. Vous faites affaire avec une compagnie ou un organisme sans but lucratif de l'Ouest canadien qui s'appelle EcoTrust. C'est le site de fiches qui vous sert un peu là, via keshkin.ca. Ça se fait déjà un peu, je pense, avec le homard en Gaspésie. Ça se fait dans l'Ouest canadien. Mais en même temps, on innove beaucoup là, du côté de l'AMIC avec ce projet-là quand même. Ce qui va être différent dans notre cas pour la traçabilité, c'est que ça se fait au-delà de la pêche. Ça se fait même rendu à l'usine. On suit l'eau, il y a l'éclatement des lots, ça veut dire que le code qui est attribué à la pêche, il est retransféré en usine, puis donc, même un produit transformé pour avoir une traçabilité, on va pouvoir dire, même si on faisait un produit à valeur ajoutée avec le pétanque, on va pouvoir dire, ça vient vraiment initialement de cet endroit-là, ça a été pêché telle date, parce qu'on fait le suivi au-delà de la pêcherie. C'est pas juste une traçabilité d'origine pour dire, oui, il a été pêché en Gaspésie, ou à l'île Anticosti. On va au-delà de ça, on va aussi à l'usine. Et ça va se faire aussi pour 4 autres espèces. Oui. On a commencé avec le pétanque de la Minganie. On va même le faire avec le crabe, qui est une grosse industrie. Là, on parle de millions de tonnes de crabes qui s'en vont souvent vers Boston. Est-ce que c'est applicable aussi à une grosse industrie comme le crabe? Ça va être... c'est aux communautés qui vont... oui, c'est applicable, évidemment. C'est sûr, parce que c'est un code unique qui va être apposé sur une boîte qui pourrait s'en aller vers Boston éventuellement pour dire oui, on a... Ou au Japon. Ou au Japon, tu sais, on sait pas. Mais oui, c'est applicable. Puis, comme les communautés ont différentes... ils sont pas tous à la même place au niveau de la commercialisation de leurs produits de la mer, mais il y en a déjà qui ont beaucoup d'outils qui sont déjà vraiment sur le marché de Boston. Il y en a d'autres que, il y a des pêches qui sont plus à côté, qui viennent de commencer. Tu sais, comme on parle éventuellement, l'oursin, ça l'est déjà pour les communautés des Cipites et Pessamites, mais c'est ça. Il y aura d'autres, le buxin, tu sais, c'est des pêches un peu qu'on va pouvoir démontrer que les communautés sont impliquées, parce que ce qui arrive, c'est que on a 4 critères dans Keshkin qu'on veut respecter. C'est ça qu'on vous garantit avec cette marque-là. On vous garantit l'authenticité autochtone. Ça veut dire qu'à la pêche, la transformation ou la distribution, il y a des Autochtones qui y travaillent. Le deuxième critère, c'est on veut redonner un soutien à une communauté. C'est que les permis de pêche autochtones appartiennent à la communauté. Ils sont pas à des individus. Ça fait que quand on achète un produit Keshkin, on encourage nécessairement une Première Nation, donc une communauté. La qualité, c'est incontournable d'un produit de la mer. Puis la traçabilité, comme vous l'avez mentionné, c'est vraiment ça qui apporte une plus-value à notre marque, je crois. En plus, bien comme tu disais, c'est les conseils de banque qui opèrent les permis, c'est davantage communautaire que privé, comme industrie, comme économie. Il doit y avoir beaucoup de fierté autour de ce projet-là. On va en créer de la fierté chez les Inuits, parce qu'il y en a de plus en plus des Inuits. C'est presque uniquement des équipages Inuits maintenant sur les bateaux, là. Des grandes entreprises comme Pêcherie Wapan, Chipek du côté de Mingan, Amic a ses propres bateaux aussi. Donc pour votre monde, finalement, il va y avoir un sentiment
sentiment de fierté, là, dont on fait un travail qui est apprécié. C'est ça que ces gens-là vont vivre. Oui, de plus en plus. Il y a quasiment un côté social au projet, finalement. Ben, tout à fait, oui, c'est indéniable. Puis aussi, c'est que on forme, là, il y a des capitaines qui ont eu leur permis de l'AMIC, on forme des pêcheurs, des capitaines, là. Ça fait qu'éventuellement, ils vont être de plus en plus impliqués dans la pêche. Déjà là, dans la zone 16, je pense que c'est presque le tiers. On dit 16 bateaux sur 39 de crabes. C'est quand même une bonne partie, là, qui sont autochtones. Est-ce qu'il y a de l'avenir là-dedans, quand même, la marque Keshkin, la traçabilité comme telle, les consommateurs, même de plus en plus, hein, même nos carottes, nos patates, on veut savoir d'où elles viennent, le bœuf, et encore plus pour les fruits de mer, surtout s'ils viennent de la Côte-Nord. Ouais. Puis c'est parce qu'on a des eaux froides, on a on a une qualité. Moi, je trouve que c'est vraiment l'avenir parce que de dire d'où ça vient, ça met, tu sais, les qualités de nos eaux froides, des bonnes valeurs intrinsèques de nos fruits de mer, ben on va pouvoir le montrer à la face du monde, dans le fond, qu'on a des bons produits, puis ça va être notre carte de visite, si tu veux. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, puis c'est les premiers balbutiements, là, mais c'est la première vague, mais c'est pas la dernière. En même temps, c'est très bien fait, hein. Les gens peuvent aller voir le site internet sur amic aussi, .qc.ca, il y a des liens. Donc, il y a des vidéos, hein, on voit comment les pêcheurs travaillent, sont là, ils nous parlent, on voit aussi les produits en poissonnerie, tout ça. On développe ça à quel rythme? Il y a quand même beaucoup d'ouvrages là-dedans, la traçabilité, faut peut-être des GPS ces bateaux, faut impliquer les pêcheurs, les transformateurs, les usines. On se donne des années, quoi, pour en arriver à tracer, que tout soit retraçable dans les pêches autochtones sur la Côte-Nord? Des années... Pour ce mandat-là, avec le Développement économique Canada qui nous a financé, on a jusqu'en octobre 2017 pour mettre en place les outils. Il reste l'oursin là à faire pour la traçabilité. Les autres vidéos sont toutes faites, les profils des pêches sont faits. Ça fait que puis dans l'année qui vient, moi 2017-2018, je pense qu'on va prendre notre envol vers les plus grands centres en fait, puis on verra là où la vague nous mène, où ça va nous amener tout ça, mais il y a un plan stratégique de commercialisation qui va être mis en place dans les prochains mois, c'est clair. Ben, on va souhaiter bonne chance. Pour l'instant, on surveille ça. C'est à la poissonnerie Fortier, hein. On sait que l'entreprise a été reprise il y a quelques années par le Conseil des Inuits d'Equanichit. Donc, c'est là que ça se passe, où on peut voir les premières étiquettes Keshkin sur des pétons. Mais ce printemps, il y aura, cet été, il y aura le homard de pêcherie Wapan qui est pêché autour de cette île. Donc le homard de la baie de cette île. Oui, tout à fait. Avec à Poissonnerie Soucy, chez Fortier, vous allez trouver le homard avec l'étiquette Keshkin. Vous allez pouvoir voir le beau petit vidéo qui a été fait avec pêcherie Wapan l'été dernier. Fait que... En même temps, pour l'AMIC, c'est tout le mandat qu'on a d'intégrer les pêches du début de la capture jusqu'à la mise en marché, finalement, qu'on concrétise avec ce projet-là. Oui, c'est un aboutissement. En tout cas, moi, pour ma part, dans mon dossier de recherche et développement, je trouve que c'est vraiment un bel accomplissement, là. Est-ce que ça remplace un peu, à un moment donné, on parlait d'appellation contrôlée pour la crevette de cette île ou la pétanque de la Mingani. Ces projets-là, on les laisse un peu de côté pour la traçabilité. On voit ça comme ça? Oui, peut-être c'est une façon de voir. Dans le fond, le but ultime, c'est de vendre nos produits puis leur valeur intrinsèque. C'est que dans le fond, là, on a une marque, on identifie qui les a pêchés. Puis, moi, je trouve que c'est une belle façon. Dans le fond, c'est une façon de bien vendre nos produits. Puis, tant qu'à avoir une appellation contrôlée, je trouvais que on a opté pour ça, oui. C'est un peu ça, je pense, qui a remplacé notre idée de départ de se distinguer. Le but, c'est de nous distinguer dans l'océan de produits qui existe. Annie Galland, chargée de projet à l'agence AMIC, responsable du projet Keshkin. Un gros merci pour l'entrevue à la radio. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio C'est-il Embellissement Nutri de Côte-Nord. Top 10 Anglo. Top 10 Franco. Samedi et dimanche, Valérie et moi-même, David, on vous attend pour vous présenter les 10 meilleures chansons de la semaine à Pure FM. Je vous attends les samedis dès 16h avec les meilleures chansons anglophones, mais aussi une nouveauté, un souvenir, une projection et les potins sur vos artistes internationaux préférés. Et le dimanche, c'est moi qui prends les commandes avec les 10 meilleures chansons francophones de la semaine. Pour entendre la musique de l'heure, ne manquez pas le Top 10 Anglo le samedi dès 16h et le Top 10 Franco le dimanche à 16h. Pure FM 94.1.
Les séries éliminatoires de la LNH battent leur plein. Pour tout savoir sur la quête de la Coupe Stanley 2017, rendez-vous sur absolumentfan.com et écoutez les capsules Absolument Fan diffusées sur nos ondes en fin de journée. Vous serez les premiers informés avec absolumentfan.com. Saviez-vous que la majorité des incendies mortels surviennent dans les résidences? Dans la plupart des cas, les pompiers ont constaté qu'il n'y avait pas d'avertisseur de fumée ou encore que celui-ci n'a pas fonctionné, souvent en raison d'une pile absente ou épuisée. Rappelez-vous qu'un avertisseur de fumée et une pile en bon état, c'est comme avoir chez soi un pompier qui surveille 24 heures sur 24. Aujourd'hui, pensez à changer la pile de votre avertisseur de fumée. Une invitation de votre service municipal de sécurité incendie et de votre station de radio locale. Le 94.1 Pure FM vous présente le marché aux puces, 2 fois par jour, du lundi au vendredi. Vous voulez vous départir d'un objet qui pourrait faire le bonheur de quelqu'un d'autre ou rechercher quelque chose que vous ne trouvez nulle part? Passez nous voir au 365 Boulevard Nord. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Il n'y a pas juste le Canadien qui a accroché ses patins cette fin de semaine. Il y a le hockey mineur qui prenait fin avec les championnats provinciaux. La 40e Coupe Dodge, ça se déroulait du côté de Montréal. Notre représentant du secteur ouest à Hockey Côte-Nord, Pierre Gilbert, y était. Bonjour Pierre. Pierre Gilbert, bonjour. Bon, ben, il semble qu'il est pas là. Je viens d'y parler, il était au bout du fil. Bonjour, Pierre Gilbert. Bon, ben, il va être obligé de me rappeler. Ben oui. on va peut-être attendre qu'il rappelle, effectivement. Les gens de Hockey Côte-Nord, en fait, ben, c'est ça. Les gens les 4 équipes de Sept-Îles, ont gagné cette année aux championnats régionaux. Les Basques de Sept-Îles et les 4 équipes étaient aux championnats provinciaux cette fin de semaine. Pierre Gilbert s'est rendu sur place. Bon, on va faire une courte pause. On va essayer de le rejoindre et on vous revient avec cette entrevue-là. Il était sur le traversier ce matin sur la route, alors peut-être qu'il est dans une zone où malheureusement le signal passe mal pour le cellulaire. On va se reprendre dans quelques secondes. Attitude. Flash pub. La Joie Réfrigération fête ses 50 ans. Des rabais et encore des rabais. Venez tourner la roulette chanceuse au 157 rue Père-Divet. Ça commence ce jeudi 13h. C'est l'offre du printemps chez Portes et Fenêtres Vaillancourt. Profitez du 0 paiement avant janvier 2018 avec 0 intérêt, 0 frais ou 12 paiements égaux à 0% et 0 frais. Découvrez les détails de l'offre en magasin au 467 rue Perrault ou sur notre page Facebook Portes et Fenêtres Vaillancourt. Les douces soirées Pure FM. Allô, c'est Valérie. Quoi de mieux pour terminer la journée que de se détendre avec les meilleures balades? Never mind, I'll find someone like you. Fais-moi la tendresse, l'amour sans chagrin, des mots sans promesse. À la vie, à la mort, je t'aimerai. De mon cœur et mon âme te chérirai. C'est un rendez-vous du lundi au jeudi de 19h à 21h dans les douces soirées Pure FM. Pure FM. 94.1. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Ben, on réessaye de parler à Pierre Gilbert. Bonjour, Pierre. Bonjour. Bon, t'es où, là? Là, j'arrive à Baie-Trinité, là. Ah, c'est ça, c'est le secteur où le cellulaire marche pas tout le temps. J'espère qu'on va être bon pour se parler quelques minutes. T'arrives de la Coupe Dodge, donc, il y avait vraiment une grosse délégation de cette île cette année avec la présence des Basques dans les 4 catégories. Ça faisait pas mal de monde de la Côte-Nord à Montréal, ça? Effectivement, on va tuer les 4 équipes de lettres, plus l'équipe Pee-Wee 3A, Bantam et Midget Espoir. Alors, on avait 7 équipes. Et puis, il y a des joueurs de Sept-Îles qui jouent dans pratiquement toutes les équipes. Alors, il y avait beaucoup de Sept-Îliens à Montréal en fin de semaine. Oui, on peut être particulièrement fiers des frères Amboise et de Olivier Hudon qui jouent avec les Nord-Côtiers. Toute une saison pour les Nord-Côtiers. Puis oui, 3A, là, ils ont gagné un gros tournoi à Jonquière, le tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, et là, le championnat provincial, la Coupe Dodge. On est couronnés. Effectivement, je les appelle pas les Pee-Wee 3A relève, je les appelle les Pee-Wee 3A de rêve. C'est ça. Avec la saison qu'on a eue là, c'est sûr que, si on se rappelle, il y a pratiquement même pas un an que
Hockey Québec voulait pratiquement nous faire disparaître de la map. Alors, avec la nouvelle structure qu'on a réussi à implanter avec eux autres, ben, ça a donné des résultats intéressants. Là, on le voit. Sans être dominant, au moins, on compétitionne. Alors, on n'a pas été là un adversaire là à tout de faire. Chaque jeune, tous les jeunes, à chaque voûte, à chaque partie, à chaque minute, donnaient l'effort. Alors, on a vu des résultats. Et puis, ça donne un bon espoir, puis un bon alignement là, pour le Bantam de l'an prochain, et le midget, etc., avec les jeunes atomes qui s'en viennent. Mais ça leur donne une belle vue de dire, bon, écoutons, c'est un programme intéressant. Avec, on va essayer de faire les camps d'équipe, et peut-être faire partie d'équipe éventuellement. Oui, t'as bien raison de rappeler qu'il y a un an, là, on savait pas vers quoi ça se dirigeait. Il y avait comme une espèce de chicane avec Hockey Québec, finalement, pour la place de la Côte-Nord dans tout ça. Là, on a prouvé que les Nord-Côtiers, on est capable d'avoir des équipes qui gagnent le provincial. C'est pas rien quand même, là. Ça va peut-être changer la négociation ou le dialogue entre Hockey Côte-Nord et Québec, là. C'est sûr qu'avec c'est sûr que ça a aidé, parce que nous, faut pas se cacher, là, on a un petit bassin, là, donc on pouvait pas arriver en gardant la structure qu'on avait avant. Là, au moins, on compétitionne, on est dans le peloton. Le Bantam et le Milieu Espoir ont eu quand même de belles saisons, malgré tout, là, comparativement aux années antérieures. Alors, on pense là que c'est une belle lancée qui s'en vient, là. Oui. Et nos Basques, c'était la première fois qu'on gagnait dans les 4 catégories double lettre aux championnats régionaux qui avaient lieu à Sept-Îles il y a pas longtemps. Toutes les équipes dans le double lettre, là, c'était des équipes de Sept-Îles. Est-ce que, ça l'a permis plus d'ambiance? Les jeunes sont tenus ensemble en fin de semaine? C'est pas pareil comme quand c'est dans une ville de région, hein, quand c'est à Montréal quand même. Ben, c'est sûr qu'à Montréal, à ce moment-là, c'est dilué un peu. C'est ça. Il y a pas autant de gens qui suivent parce que c'est loin, là. Mais si on fait un résumé de nos 4 équipes, là, puis oui, Bantam Midget, ça a été un week-end assez difficile là, pour ces 3 équipes-là. Malgré que le Midget a eu des résultats plus serrés. Au niveau du Bantam, c'était pratiquement notre équipe Cendrillon, si on veut. Puisque le samedi midi, ils ont battu l'équipe sommet numéro 1 au Québec dans cette catégorie-là, 2-1 en fusillade, pour perdre le soir 2-1 en overtime contre le Gaspésie et les Îles. Alors, je pense que ces petits gars-là aussi ont vécu de belles expériences. Et on a des bons atomes là-dedans de cette île l'an prochain. Si les parents là, suivent le programme, là, qui vont faire une très bonne relève là, pour le Pee-Wee 3. C'est vraiment encourageant, hein? Ce sont nos plus jeunes qui ont connu le plus grand succès aux championnats provinciaux. Ça veut dire que pour l'avenir, il y a des bons joueurs qui vont monter dans les autres catégories. C'est ça. Si la tendance se continue, et que les jeunes continuent à suivre le programme, avec les parents, on va avoir des très bonnes équipes d'ici 3-4 ans, là. Oui. Et là, ben, c'est un peu, ça marque un peu la fin des activités sur glace, là. Il y aura encore du ski en fin de semaine prochaine du côté de Galix. Mais moi, j'ai joué le tournoi de fermeture au curling en fin de semaine. Le hockey mineur, c'est terminé partout. On planifie déjà l'an prochain, Pierre. Il y aura sûrement des camps, des choses à surveiller, là, dès les prochaines semaines pour les jeunes qui veulent faire partie des équipes élites. Oui, entre autres, on aura l'assemblée annuelle de la région là, à Sept-Îles à la fin mai. Et puis les camps où les équipes 3A sont déjà prévus là, le 14, 15, 16 août à Sept-Îles, la prochaine avec Homo, avec des parties au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc à la mi-août, là, on recommence une autre longue saison, là, puis ensuite ça va suivre là, pour les équipes double lettre. Oui, puis à Sept-Îles, on a toujours l'école de hockey au mois de juillet. Ça, c'est bon pour se remettre en forme, pour commencer à patiner, faire du power skating et tout ça. Il y aura encore des bonnes opportunités pour nos jeunes, là. Oui, c'est sûr que le jeune qui n'a pas la chance de faire trop de glace durant l'été peut au moins profiter là, de l'école de hockey en juillet. Là. Ça annonce une bonne saison pour l'an prochain. Les résultats qu'on vient d'avoir en fin de semaine à la Coupe Dodge, est-ce qu'il y a d'autres changements qui s'annoncent ou là, on a une structure qui est en place pour au moins les 3 prochaines années, je pense, hein? Effectivement, oui. Effectivement, il reste 2 ans là, à l'entente qu'on a eue avec Hockey Québec. Alors, je pense que déjà cette année, là, c'est un bon départ parce que nos équipes, en général, comme je te dis, ont bien performé, même s'ils ont perdu, comme les Milieu d'Espoir ont perdu le 3e voûte, mais ils avaient gagné les 2 premières. Avec des fois, c'est toujours on sait jamais des fois qu'est-ce qui arrive en cours de route, mais je pense que c'est un bon réserve là, pour les 2, 3, 4 prochaines années à venir. Là.
Eh bien, excellent. Bravo à tous nos jeunes qui étaient à la Coupe Dodge, particulièrement à ceux dans le Pee-Wee 3A. Mais l'important, c'est toujours de participer puis de s'impliquer dans son sport. Pierre Gilbert, c'est une belle saison de hockey qui se conclut pour la Côte-Nord quand même. Oui, donc ça se termine bien là, dans l'ensemble, même si on gagne pas partout. Le principal, comme tu dis, c'est de participer et que les jeunes se développent là, en bout de ligne. Un gros merci pour cette entrevue. Même à partir de Bétrinité avec un cellulaire, on a réussi à s'en sortir. Merci beaucoup. OK, merci. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Hé! As-tu fait une folle de toi? Non, pas encore, mais ça s'en vient. Après mon verre de trop, là, je vais traiter ma chum de tout et non, puis ensuite, je vais tomber sans connaissance devant tout le monde. Et toi? Ah, moi aussi, ça s'en vient. Hey, encore une coupe de verre, puis ça va être bon. Mais j'hésite entre me battre et insulter tout le monde au bar. Oh, papy! Ouais. As-tu pensé à vomir partout? Hey, tu me connais, je garde toujours le meilleur pour la fin. Ah! Si vous voulez vous faire remarquer pour les bonnes raisons, Éducalcool vous rappelle que la modération a bien meilleur goût. La nouvelle d'intérêt vous est présentée par la Caisse d'économie Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. La nouvelle d'intérêt, on fait ça chaque lundi avec Steve Chapadeau de la Caisse d'économie des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord. Bonjour Steve. Bonjour Jean, bonjour Valérie. Bonjour. Effectivement, ce midi, en fait, on va parler d'une nouvelle d'intérêt qui est peut-être à venir parce qu'on va parler de l'Assemblée générale annuelle de la Caisse d'économie des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord ici à Sept-Îles. Ça va avoir lieu cette semaine, ça. Tout à fait. C'est ce mercredi, le 26 avril, à compter de 17h, et on fait ça au tout nouveau pavillon Alouette de l'UQAC, qui est annexé au cégep de Sept-Îles. Donc, on est dans un nouvel endroit qui se veut, on veut se rapprocher un peu plus de la jeunesse. Hein. On c'est beau, cette c'est année. Tout neuf, il va sûrement avoir de l'ambiance agréable. Effectivement, avec un beau décor ensoleillé. Donc, on attend beaucoup de gens pour l'occasion. Oui, puis on invite les membres, bien sûr, à aller assister à cette Assemblée générale annuelle-là. C'est quoi les avantages d'aller s'informer sur notre caisse? Vous voyez, une assemblée générale annuelle, ça existe de par les organisations davantage collectives. On parle des OSBL, ne serait-ce qu'un club, exemple, qu'une organisation de ringuettes ou de hockey mineur doivent tenir des assemblées annuelles. Mais des organisations comme les syndicats ou encore les coopératives également sont constituées de membres, des gens sont propriétaires de leur coopérative. Et à cet effet-là, c'est un rassemblement annuel pour venir. C'est une rencontre entre les membres et les dirigeants de leur caisse. Puis ça, il y a 3 fonctions à ce niveau-là. Donc, c'est une fonction où ce que les dirigeants viennent rendre compte aux membres des activités de l'année. Le conseil d'administration m'a établi un petit peu bien exposé justement les orientations de l'année, ce qui s'est passé dans l'année précédente. On a un conseil de surveillance également qui vient faire rapport qui est gardien des membres par rapport à l'éthique, la déontologie. Ça, c'est un autre volet. Et aussi, à la direction générale où il y a la présentation des rapports financiers, donc sur un plan beaucoup plus financier. Deuxième volet, c'est un lieu de prise de décision ou dans une coopérative, une assemblée générale sert à 2 choses. Premièrement, c'est la répartition des excédents. On pourra peut-être en parler dans un deuxième volet. Les fameuses ristournes. Les fameuses ristournes, oui, parce qu'à partir des excédents, donc des profits de la caisse, il y a un certain montant qui est permis de ristourner à nos membres. Ça, c'est la première décision. Et la deuxième décision, c'est l'élection des dirigeants qui font partie soit du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Et le dernier volet, c'est un lieu d'échange entre les membres et les dirigeants. Tout ce qui a un intérêt commun, c'est sûr qu'on traite pas de dossiers individuels en assemblée générale annuelle. Tout ce qui a un intérêt commun. On va pas négocier son prêt hypothécaire là. Non, exactement. Donc, les orientations de la Caisse pour les prochaines années. D'ailleurs, cette année, on va j'exposerai un peu plus en détail toute la révolution numérique qui est en cours. On veut qu'il y ait davantage de transactions qui s'en vont vers le mobile. Donc, c'est des genres d'exemples où on va donner une perspective à nos membres par rapport à l'évolution des services financiers. Donc, c'est une façon de s'informer pour les membres, mais c'est un peu notre rôle de membre aussi d'aller assister à cette assemblée-là. C'est justement, on le voit dans toutes les organisations collectives, que ce soit une ville, que ce soit un syndicat, que ce soit une coopérative, ça passe par l'implication des individus. Si on veut que l'organisation soit vivante, ça passe par l'implication des membres. Et une coopérative, mais c'est un système démocratique, c'est des membres qui forment le collège électoral qui élit les gens, les dirigeants aux instances du conseil d'administration sont
Puis dans une coopérative, si on fait le comparatif avec une banque, mais c'est des usagers, sont usagers propriétaires. Ils utilisent les services, mais sont également propriétaires de la boîte. Alors que dans une banque, c'est davantage une relation client-fournisseur. Les usagers sont les clients de la banque, mais les propriétaires sont situés bien souvent à Montréal et à Toronto. Donc dans une coopérative comme la Caisse d'économie, c'est 100% local. Lorsqu'il y a des trop perçus, des excédents, mais c'est 100% local. Soit qu'on les garde dans les réserves pour financer la croissance des prochaines années, ou qu'on en redonne à nos membres. Donc, le partage de la richesse est d'abord collective, mais surtout 100% local. On le voit avec les assemblées générales. Hein, le mouvement Desjardins se distingue des grandes banques de par sa transparence. Les assemblées générales, ça permet de la transparence. Il y a beaucoup d'informations qui circulent dans les assemblées. Est-ce que une année financière pour une caisse comme celle d'économie de cette île, là, ça ressemble un peu à l'économie locale? Finalement, il y a des bonnes et des moins bonnes années selon l'économie locale, hein, selon les mouvements de crise et tout ça. Ben exactement, c'est l'offre et la demande, la demande de produits et services financiers. Exemple, quand on parle au niveau volet hypothécaire, mais c'est tributaire aussi de la demande en termes d'offres, en termes sur le marché immobilier, en termes de construction. Si on est davantage dans des années d'expansion, mais c'est sûr que la demande va être beaucoup plus forte pour la demande de prêts. Et étonnamment, on le voit dans le ralentissement économique qu'on vit actuellement, c'est que la tendance à l'épargne est beaucoup plus forte. Les gens ont tendance à beaucoup plus épargner. Ouais. C'est un réflexe de se mettre davantage de sous de côté parce qu'on vit peut-être des situations, si on est à la veille d'une grève dans telle organisation ou on sait que, où on travaille dans une usine où il y a des possibilités de mise à pied ou de fermeture, mais c'est sûr qu'on va être beaucoup plus prudent par rapport aux dépenses de consommation. Et à ce moment-là, on va garnir un peu plus notre bas de laine. Donc, ça, c'est utile pour les membres, bien sûr, l'Assemblée générale annuelle, mais ça doit être aussi une occasion pour ceux qui ne le sont pas, peut-être d'aller s'informer sur le mouvement Desjardins en plus. Ben exactement. Nous, on tient justement plusieurs séances d'information au niveau de notre Assemblée pour les informer davantage de notre implication dans le milieu. Parce qu'au-delà d'offrir des produits et services financiers à nos membres, on a aussi une mission sociale qui est s'engager dans le développement de nos milieux de travail au niveau de la Caisse d'économie. Et cette année, on vient exposer à nos membres notre plan d'engagement pour les prochaines années. Raison de plus de savoir que ce que je dis souvent à mes gens, c'est notre métier principal, c'est d'acheter de l'argent des membres qui ont des surplus de capitaux, de gérer ça, pour le reprêter à d'autres membres qui ont des besoins en capitaux pour d'autres projets. C'est ça notre métier principal. Mais une fois qu'on a fait ça, la Caisse réalise des excédents, puis je pense que c'est là qu'on a entre guillemets, le gros de la job commence. OK, c'est dire au moment où on a des sommes, on a un certain portefeuille à investir dans le milieu, je pense que c'est là où la coopérative prend tout son sens par rapport, exemple, à une banque où sa seule finalité, c'est l'enrichissement des actionnaires. Tandis que nous, c'est offrir des services à nos membres, mais également s'engager dans le milieu. Donc, une mission collective qui va bien au-delà de la finance. C'est quoi, par exemple, les engagements dans le milieu là récemment pour la Caisse d'économie? Un gros volet, on a financé, vous voyez, l'année passée, déjeuner coup de pouce. Ça fait des années que vous êtes impliqué dans un déjeuner coup de pouce. Exactement, c'est notre deuxième essentiel année. Au déjeuner coup de pouce Desjardins quand même. Exactement. Nous, la Caisse d'économie, on a financé 60 000 $ dans les déjeuners coup de pouce. C'est 20 000 $ par année qu'on met à la disposition de l'ensemble des écoles primaires de cette île et même Ouachat pour donner aux enfants qui ont pas déjeuné le matin. Donc, ça, c'est une demande qui provient du milieu, qui provient des enseignants, qui provient du personnel de soutien et des professionnels de la commission scolaire qui nous ont dit « On a des besoins financiers pour ce projet-là, est-ce que vous pouvez nous appuyer? » Et le conseil d'administration, grâce aux membres en assemblée annuelle qui ont dit « On met de l'argent de côté dans un fonds collectif. » Chez nous, c'est le fonds Hélène Gariepi. Mais avec ces sommes-là à notre disposition, le conseil d'administration a dit « Oui, c'est un excellent projet pour supporter notre milieu de l'éducation. » Voilà, on a un rendez-vous donc cette semaine à l'Assemblée générale annuelle de la Caisse d'économie des mines et métaux du secteur public Côte-Nord. Vous avez un mandat Côte-Nord, hein? Vous êtes basé à Sept-Îles. La plupart des membres sont ici. Oui, la plupart des membres on est concentrés actuellement à Sept-Îles.
Mais sauf que pour exemple le secteur des mines et de la métallurgie, on a davantage un rayonnement Côte-Nord où ce qu'on peut supporter des entreprises, exemple qui auraient des projets dans le secteur de Fermont ou de Shefferville, on est aussi là pour leur donner un coup de main. En terminant, Steve, on a bien compris qu'est-ce qui distingue le mouvement Desjardins des autres institutions financières au Québec et au Canada, mais la Caisse d'économie versus à l'intérieur du mouvement Desjardins, vous avez une petite particularité là, vous êtes aussi distinct de l'autre caisse populaire à cette île. Exactement, c'est le réseau des caisses d'économie n'est pas né dans Desjardins. Hein, on est né dans les années 50 et 60, alors que le réseau des caisses populaires qui ont été fondées par Alphonse Desjardins dans les années 1900 sur une base beaucoup plus paroissiale au Québec. Donc, une église, une caisse, hein, c'était le modèle d'Alphonse. Alors que dans les années 50 et 60, c'est davantage les travailleuses et travailleurs dans leur milieu de travail qui ont senti des besoins de se regrouper puis de former un petit peu le même modèle que M. Desjardins avait fondé un peu plus tôt. Sauf que l'annexion dans Desjardins s'est faite en 1979 finalement. Donc, la Caisse d'économie est basée sur le regroupement de travailleuses et travailleurs de certains secteurs que tu mentionnais, Jean. Et alors qu'une caisse populaire, elle, c'est sur une base territoriale, est capable d'admettre des membres sur une base de territoire. Et ça a évolué parce qu'aujourd'hui, les caisses de cette île couvrent plus d'une paroisse quand même, plus d'une église. Steve Chapado, un gros merci pour cette nouvelle d'intérêt. Merci Jean. La nouvelle d'intérêt vous a été présentée par la Caisse d'économie Desjardins des Mines, Métaux et Services publics Côte-Nord, fier partenaire du développement économique de son milieu. Et Valérie Dionne, un gros merci pour la co-animation de Côte-Nord Attitude. C'était l'édition du lundi 24 avril 2017. Merci à toi, Jean. Toujours un plaisir d'être là. Un soleil trompeur aujourd'hui. Malheureusement, c'est un peu froid à l'extérieur et on annonce peut-être même de la neige pour les prochains jours. Alors le printemps, on l'espère encore. Au revoir tout le monde, à demain.